Depuis plus de 60 ans, Michel Drucker est une présence constante dans les foyers français, un homme dont la carrière a survécu aux changements culturels, aux mutations des chaînes et à la perte de presque tous ses contemporains de départ. Aujourd'hui, à 82 ans, il incarne à la fois un symbole de résilience et un rappel que même les figures les plus durables ne peuvent échapper au temps. Derrière le sourire, les interviews chaleureuses et l'image publique soigneusement entretenue se cache une vie façonnée par un travail acharné, des peines intimes et la conscience tranquille que rien ne dure éternellement. Et pourtant, au sein de cette existence faite de discipline et de sacrifice, il y a aussi du confort, fruit de décennies de succès, d'une fortune patiemment construite et de quelques luxes qu'il s'autorise à savourer. Une carrière qui a bâti une fortune. Le parcours de Michel Drucker vers la réussite financière repose sur une éthique de travail forgée dès ses premiers jours. Né le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, de Abraham Drucker, un médecin immigré juif, et de Lola Schaffler, une infirmière, il a grandi dans un foyer où le travail acharné n'était pas seulement encouragé. Il était obligatoire. La carrière modeste de son père comme médecin de campagne signifiait qu'il n'y avait ni excès ni dépenses frivoles. Cet état d'esprit n'a jamais quitté Michel, même lorsque sa carrière l'a transformé en l'une des figures les plus riches et les plus reconnaissables de la télévision française. Il commence dans les années 1960 comme journaliste sportif à l'Office de radiodiffusion télévision française, ORTF. Sa première percée survient en 1964 lors des Jeux olympiques de Tokyo, quand la plupart des commentateurs seniors étant occupés, il se voit offrir la chance d'intervenir. Sa prestation attire l'attention de Raymond Marcillac, lui assurant une place comme jeune reporter et commentateur sportif. De là, il passe au divertissement dans les années 1970. Animant des émissions phares telles que Les Rendez-vous du dimanche et Champs-Élysées, faisant entrer dans les foyers français des icônes comme Dalida, Michel Sardou, Gérard Depardieu, Serge Gainsbourg et Johnny Hallyday. Dans les années 1980 et 1990, la réputation de Drucker comme gendre idéal de la télévision française est solidement établie. Il peut attirer des stars internationales dans ses émissions, créant des moments culturels dont les téléspectateurs se souviennent des décennies durant. Cette capacité fait de lui non seulement un animateur apprécié, mais aussi un atout précieux pour n'importe quelle chaîne. TF1, France 2 et France 3 se disputent sa présence, lui offrant des contrats lucratifs pour le garder dans leur grille. Les résultats financiers de cette stabilité et de cette demande parlent d'eux-mêmes. En 2018, selon Capital, sa fortune personnelle était estimée à plus de 11 millions d'euros, en grande partie liée à son émission dominicale de longue date, Vivement Dimanche, qu'il anime depuis 1998. Le programme, désormais diffusé sur France 3, lui rapporterait environ 40 000 euros par mois, un revenu stable même dans ses 80 ans. Mais ce chiffre ne représente qu'une partie de ses gains. Par le biais de sa société de production, DMD, il a généré des millions chaque année, avec un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros par an et des marges bénéficiaires comprises entre 7% et 11%. En outre, Drucker gère le studio Gabriel, lieu où il enregistre ses émissions, qu'il loue à d'autres productions et événements. Ce pan de son activité s'est révélé très rentable, avec des bénéfices approchant les 18,6% selon des rapports financiers cités par Capital. Rien qu'en 2017, il se serait versé 1,4 million d'euros de dividendes. Malgré cela, Drucker n'a jamais été connu comme un dépensier flamboyant. Dans des interviews, il a souvent attribué ses habitudes financières prudentes à l'influence de son père et aux conseils de son épouse, Dany Saval. Saval, issu d'un milieu modeste, lui a un jour dit qu'il devait toujours avoir une année d'impôt d'avance. Un conseil qu'il suit encore aujourd'hui. S'il a profité des fruits financiers de sa carrière, il les a investis dans des placements à long terme,
plutôt que dans des plaisirs éphémères. Ce qu'il a bâti n'est pas simplement la richesse d'une célébrité, mais la sécurité financière d'un homme qui a passé 60 ans à anticiper l'instabilité de la télévision. Cette sécurité lui permet non seulement de faire face aux changements de carrière, mais aussi d'affronter les épreuves plus sérieuses de ces dernières années, y compris 2 opérations à cœur ouvert, sans anxiété financière. Les résidences qui définissent sa vie privée. Pour Michel Drucker, l'immobilier n'a jamais été une question d'achat luxueux impulsif. Chaque propriété qu'il possède représente plutôt une étape importante de sa carrière, une récompense pour des décennies de travail acharné et un symbole de la stabilité qu'il craignait autrefois de ne jamais atteindre. À Paris, sa résidence principale est un appartement en triplex situé dans le prestigieux 7e arrondissement, près du Champ de Mars. Ce n'est pas seulement un logement, c'est un témoignage de sa réussite dans un secteur où les carrières peuvent s'évaporer du jour au lendemain. Réparti sur 3 étages, le niveau supérieur de l'appartement abrite son bureau. Un espace calme et privé où il travaille, écrit et prépare ses émissions. De là, une terrasse offre une vue sur la Tour Eiffel et les Invalides, un rappel quotidien de la ville qu'il a appelée maison pendant la majeure partie de sa vie adulte. Cet appartement n'est pas un palais extravagant rempli de luxes inutiles. Il est fonctionnel, élégant et reflète l'homme discipliné qui l'occupe. Mais la propriété la plus chère à son cœur se trouve sans doute loin de l'agitation parisienne. À Hey-Gallière, un petit village pittoresque des Alpilles, Drucker a trouvé une seconde maison, celle qui a réalisé un rêve de toujours. Le village, entouré d'oliveraies, de vignobles et des paysages escarpés de Provence, est depuis longtemps un refuge pour les artistes, acteurs et autres personnalités publiques. Des célébrités comme Hugh Grant et Charlotte de Turckheim s'y sont également installées, attirées par son charme et sa tranquillité. La villa de Drucker, qu'il a décrite comme représentant près de 60 ans de travail, n'est pas seulement une résidence secondaire, c'est un refuge. Hey-Gallière est le genre d'endroit où la vie s'écoule lentement, où le marché du vendredi emplit l'air du parfum de la lavande et du pain frais, et où les ruelles étroites et sinueuses mènent à des églises et des ruines vieilles de plusieurs siècles. Pour Drucker, c'est le contrepoids parfait aux exigences intenses de la télévision. La villa elle-même reflète ses goûts, raffinés mais non ostentatoires, privés mais accueillants. Ici, il peut recevoir des amis, passer des soirées tranquilles avec Dany Saval et trouver la paix qui est devenue de plus en plus importante après ses problèmes de santé. Cependant, le chemin vers la jouissance de cette propriété de rêve n'a pas été sans controverse. En 2008, Drucker a cherché à construire une villa de 293 mètres carrés à Hey-Gallière, mais ses plans ont rencontré l'opposition de la Ligue de défense des Alpilles. L'association a contesté le permis de construire, invoquant sa localisation à moins de 500 mètres d'une chapelle classée, ce qui nécessitait une autorisation spéciale de l'architecte des bâtiments de France. En novembre 2009, le permis a été annulé et en 2011, le Canard enchaîné a révélé que le ministère de l'Écologie avait même tenté de renverser la décision du tribunal. L'affaire est devenue une gêne publique pour un homme plus habitué aux gros titres sur sa carrière que sur sa vie privée. Malgré ce différend, Drucker a conservé une profonde affection pour le village. On l'a vu y faire du vélo, visiter les marchés locaux et profiter de son charme tranquille. Pour quelqu'un dont la vie a été vécue si publiquement, Hey-Gallière offre le rare cadeau de l'intimité. Ici, il n'est pas Michel Drucker, l'animateur, mais simplement Michel, le voisin. Posséder des biens dans 2 des lieux les plus prisés de France, Paris et la Provence, est en soi un signe de richesse considérable. Mais ces maisons ne sont pas des trophées à exhiber. Ce sont des investissements profondément personnels. Elles lui offrent à la fois une base pour sa vie professionnelle et un refuge lorsque le poids de cette vie devient trop lourd. Et à bien des égards,
Elle reflète les deux facettes de Drucker lui-même, le professionnel accompli qui s'épanouit au cœur de la capitale et l'homme qui chérit le rythme calme et paisible de la campagne. Comment il gère et fait croître sa fortune? La richesse de Michel Drucker n'est pas le fruit du hasard ni d'un contrat unique particulièrement lucratif, c'est le résultat de décennies de planification minutieuse, de dépenses maîtrisées et d'une compréhension profonde de la manière de tirer parti de sa marque au-delà de ses simples apparitions à l'écran. Alors que de nombreuses personnalités de la télévision vivent confortablement pendant leurs années de gloire pour se retrouver en difficulté une fois les projecteurs éteints, Drucker a assuré sa stabilité financière en construisant plusieurs sources de revenus. La plus évidente est Vivement Dimanche, l'émission dominicale qu'il anime depuis 1998, d'abord sur France 2 et, depuis 2022, sur France 3. Avec un salaire annoncé d'environ 40 000 € par mois, l'émission à elle seule lui rapporte près d'un demi-million d'euros par an. Ce revenu est resté stable ces dernières années, malgré une charge de travail réduite en raison de soucis de santé. Pour la plupart des gens, ce serait amplement suffisant. Mais pour Drucker, dont la carrière a toujours été guidée par une réflexion stratégique, ce n'est qu'une partie d'un tableau financier bien plus vaste. Un pilier important de sa fortune provient de sa société de production, DMD, Danny et Michel Drucker, active depuis des décennies. En 2018, le magazine Capital rapportait que DMD affichait un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, avec une marge bénéficiaire comprise entre 7% et 11%. Cela signifie que, lors des bonnes années, la société pouvait générer des bénéfices approchant ou dépassant 1 million d'euros, et en tant que moteur unique derrière la marque, Drucker en a été le principal bénéficiaire. En 2017, il se serait ainsi versé 1,4 million d'euros de dividendes, renforçant encore sa richesse personnelle. Il y a aussi le studio Gabriel, le studio parisien emblématique où Drucker a tourné de nombreuses émissions. En tant que gestionnaire, il en a fait bien plus qu'un simple plateau. Lorsqu'il ne l'utilise pas pour ses propres productions, le studio Gabriel est loué à d'autres animateurs de renom, notamment Laurent Ruquier à l'époque de On n'est pas couché, ainsi qu'à des entreprises pour des événements, conférences et enregistrements spéciaux. Cette activité annexe s'est révélée particulièrement lucrative, avec des marges bénéficiaires avoisinant les 18,6%. La combinaison de revenus locatifs réguliers et d'une utilisation stratégique pour ses propres programmes a fait du Studio Gabriel un atout financier autant que culturel. Ces activités ont permis à Drucker de bâtir ce que les observateurs financiers estiment être une fortune bien supérieure aux 11 millions d'euros cités en 2018. Compte tenu de la rentabilité continue de ces entreprises et de ses habitudes de dépenses prudentes, il est probable que sa valeur nette en 2025 soit sensiblement plus élevée. Fait important, contrairement à certains dans l'industrie du divertissement qui considèrent le succès comme une licence pour l'extravagance, la relation de Drucker à l'argent a toujours été façonnée par son éducation modeste. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, il a attribué à son père, un médecin de campagne, le mérite de lui avoir appris la valeur du travail et d'éviter le gaspillage, et à son épouse Dany Saval, celui de lui avoir inculqué l'habitude de toujours mettre de côté une année d'impôt d'avance. Cette approche disciplinée signifie que la richesse de Drucker n'est pas investie dans des placements risqués ou des luxes éphémères. Il préfère les investissements tangibles et à long terme, comme l'immobilier, raison pour laquelle il possède des biens de grande valeur à Paris comme en Provence. Son seul luxe avoué, obtenir une licence de pilote d'hélicoptère, une passion personnelle plutôt qu'une décision commerciale. Autant sa fortune reflète une vision stratégique, autant elle reflète aussi sa longévité exceptionnelle dans une industrie volatile. Drucker a non seulement survécu aux luttes internes des chaînes, aux changements d'habitude des téléspectateurs et à une concurrence féroce. Il l'a fait en conservant la fidélité de son public.
Cette loyauté s'est traduite par des audiences constantes qui ont à leur tour incité les chaînes et les sponsors à continuer d'investir en lui année après année. Aujourd'hui encore, alors qu'il entre dans le dernier chapitre de sa carrière, la stabilité financière de Drucker garantit qu'il peut continuer à travailler parce qu'il le veut et non parce qu'il en a besoin. Pour un homme qui, dans sa jeunesse, craignait d'être inapte à tout effort intellectuel, comme un psychiatre le lui avait dit, l'empire qu'il a construit est une réponse discrète mais incontestable à ce jugement précoce. Voiture, style de vie et la vérité sur ses habitudes de dépenses. Pour quelqu'un ayant les revenus et la longévité de Michel Drucker, on pourrait s'attendre à un garage rempli de supercars exotiques, un dressing débordant de vêtements de créateurs et un agenda rythmé par des voyages de luxe. Mais la relation de Drucker à l'argent, façonnée par son éducation modeste et renforcée par son épouse Dany Saval, a maintenu son mode de vie étonnamment mesuré. Il a reconnu ouvertement qu'il n'avait pas le goût des possessions extravagantes et que cette retenue relevait moins de l'image que de l'habitude. Son seul véritable véhicule, de luxe, est lié à une compétence qu'il a poursuivie par passion plutôt que par vanité. Son hélicoptère. Obtenir une licence de pilote est un défi que peu entreprennent, et pour Drucker, cela est devenu l'une des rares indulgences qu'il s'est autorisée. L'hélicoptère lui offre une mobilité unique, la possibilité de se rendre rapidement chez des amis, de visiter sa villa à Eygallières, ou même d'atterrir près du village d'Entraigues-sur-Volane pour passer du temps avec son défunt ami Jean Ferrat. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une liberté à ses propres conditions. En ce qui concerne les voitures, Drucker n'a jamais été connu pour exhiber des modèles haut de gamme à des fins de statut social. Contrairement à certaines personnalités de la télévision qui utilisent leur voiture comme déclaration publique, ses choix sont pratiques, confortables et adaptés à ses besoins. L'attrait, pour lui, n'a jamais résidé dans la collection de véhicules rares, mais dans le fait de disposer d'un moyen de transport fiable pour passer d'un engagement à un autre, un reflet de la faible importance qu'il accorde aux symboles de statut. En matière de garde-robe et d'apparence personnelle, le style de Drucker est resté constant au fil des décennies. Costumes sobres, chemises impeccables et allures soignées, mais conservatrices. Son apparence n'est pas destinée à signaler la richesse, mais à projeter le professionnalisme. Il en va de même pour ses montres et accessoires, fonctionnels, classiques, mais jamais ostentatoires. La plus grande partie de sa fortune est consacrée à l'entretien de ses deux résidences principales, le triplex parisien et la villa d'Eygallières, plutôt qu'à des luxes éphémères. Les deux propriétés nécessitent un entretien important, mais elles sont aussi des actifs qui prennent de la valeur dans des emplacements de premier choix. Pour Drucker, c'est ce type de dépense qui a du sens, de l'argent investi dans quelque chose qui conserve ou accroît sa valeur, plutôt que perdu dans des plaisirs passagers. Cela ne signifie toutefois pas qu'il se refuse au confort. La villa d'Eygallières est conçue pour offrir intimité et détente, avec suffisamment d'espace pour accueillir amis et famille. À Paris, sa terrasse avec vue sur la Tour Eiffel est un rappel quotidien de la vie que sa carrière lui a offerte. Il apprécie la bonne cuisine, en particulier dans des cadres intimes avec des amis proches, et aime l'art et la culture, mais toujours dans les limites de la modération. Même lors de ses voyages, professionnels ou personnels, Drucker tend à privilégier des choix fonctionnels plutôt qu'ostentatoires. Il séjournera plus volontiers dans des hébergements confortables et discrets que dans des complexes hôteliers de luxe faisant la une des journaux. Pour lui, le voyage concerne l'expérience et les personnes, plutôt que l'extravagance du décor. L'influence de son épouse Dany Saval ne peut être surestimée à cet égard. Issue elle-même d'un milieu modeste, elle a maintenu leur foyer sur des bases financières solides. Drucker lui attribue le mérite de lui avoir appris à toujours garder des réserves et à résister aux tentations que la richesse peut apporter. Elle l'a également encouragé à se concentrer sur la sécurité et la stabilité, veillant à ce qu'il ne soit jamais confronté à une incertitude financière, quels que soient les bouleversements de carrière ou les problèmes de santé. Ce qui ressort est le portrait d'un homme qui vit bien, mais sans gaspillage.
Drucker profite des fruits de son travail, mais uniquement de manière conforme à ses valeurs: la sécurité, la discrétion et l'épanouissement personnel. Sa vie de luxe ne consiste pas à afficher sa richesse, mais à vivre de manière à préserver l'équilibre qu'il s'est efforcé de maintenir entre les exigences publiques de la télévision et le besoin privé de paix. Les propriétés emblématiques et la controverse d'Eygalières. Posséder des biens immobiliers a toujours été l'un des choix financiers les plus stratégiques de Michel Drucker, mais cela ne s'est pas fait sans défi. Ces maisons ne sont pas seulement des lieux de vie. Elles sont les marqueurs physiques de sa carrière, la preuve de ce que des décennies de travail acharné dans l'audiovisuel peuvent offrir. Pourtant, l'une de ses propriétés a failli se transformer en bataille juridique et médiatique, menaçant de ternir son image. En 2008, Drucker décida d'élargir sa présence à Eygalières, le village provençal idyllique dont il était tombé amoureux. Connu pour ses charmantes maisons en pierre, ses ruelles sinueuses et ses vues imprenables sur les Alpilles, Eygalières a séduit de nombreuses célébrités, dont Hugh Grant et Charlotte de Turckheim. Pour Drucker, ce n'était pas seulement un achat de prestige, c'était l'aboutissement d'un rêve de longue date. Il imaginait une villa de 293 mètres carrés qui servirait de refuge paisible, loin des exigences parisiennes et des pressions de sa carrière télévisuelle. Mais peu après l'obtention du permis de construire, l'opposition s'organisa. La Ligue de défense des Alpilles, une association de protection de l'environnement et du patrimoine, contesta le permis. Leur argument: le site prévu se situait à moins de 500 mètres d'une chapelle classée, ce qui nécessitait une autorisation spéciale de l'architecte des bâtiments de France. En novembre 2009, le permis fut annulé, mettant en péril le projet de Drucker. Cette controverse serait restée une affaire locale sans l'intervention du Canard enchaîné, le journal satirique et d'investigation réputé pour révéler les scandales. En juin 2011, il dévoila que le ministère de l'Écologie avait tenté de casser la décision de justice en faveur de Drucker. L'implication que des forces influentes tentaient de plier les règles pour accommoder une célébrité apporta une attention médiatique non désirée à un homme dont la réputation publique avait toujours été synonyme d'intégrité et de professionnalisme. Pour quelqu'un comme Drucker, qui avait passé des décennies à cultiver une image irréprochable, l'épisode fut particulièrement inconfortable. Il démontrait que même les figures publiques les plus prudentes ne sont pas à l'abri des controverses, surtout lorsqu'il s'agit de biens immobiliers dans une région farouchement attachée à son patrimoine. Bien que l'affaire ait fini par disparaître des gros titres, elle resta comme un rappel qu'en France, la célébrité ne vous protège pas toujours des oppositions locales et peut parfois faire de vous une cible plus visible. Malgré les complications juridiques, le lien de Drucker avec Eygalières est resté intact. Que le projet initial ait ou non abouti tel qu'il l'avait imaginé, sa maison du village demeure un lieu précieux dans sa vie. C'est là qu'il se retire après des tournages épuisants, qu'il se remet de problèmes de santé et qu'il profite, avec Denis Saval, d'une intimité loin de l'attention constante que suscite l'une des figures les plus reconnaissables des médias français. Cette détermination à conserver la propriété, à concrétiser un rêve malgré les obstacles administratifs et les critiques, illustre un trait profond de la personnalité de Drucker. Au fil des ans, il a affronté de nombreux revers professionnels, de son éviction de l'ORTF en 1968 à l'annulation d'émissions majeures, et chaque fois, il a su revenir plus fort. Le litige d'Eygalières ne fut qu'une épreuve de plus à surmonter. Aujourd'hui, cette propriété n'est pas seulement le symbole de sa réussite, mais aussi celui de sa persévérance. Dans les rues tranquilles du village, Drucker n'est pas l'animateur qui a interviewé présidents, stars de la chanson et légendes du cinéma. Il est simplement un voisin, un homme qui salue les marchands du vendredi, qui pédale dans la campagne et qui savoure la paix rare qu'un tel endroit peut offrir. Richesse, santé et dernier chapitre. En 2025, la fortune de Michel Drucker ne fait plus aucun doute. Fruit de plus de 60 ans de présence à l'écran, d'investissements avisés et d'une fidélité sans faille à son métier.
Sa valeur nette a largement dépassé les 11 millions d'euros estimés en 2018, renforcés par les revenus constants de Vivement Dimanche, de sa société de production DMD et de la gestion du studio Gabriel. Son triplex parisien et sa villa des Gallières ancrent sa richesse dans l'immobilier de prestige, tandis que sa discipline financière garantit que son argent travaille pour lui au lieu de se dissiper dans l'excès. Mais même la base financière la plus solide ne peut protéger de la réalité du temps qui passe. Ces dernières années, la santé de Drucker a été mise à rude épreuve, au point que la plupart des animateurs auraient pris leur retraite. En septembre 2020, il subit un triple pontage coronarien après un combat contre une endocardite infectieuse. La convalescence fut éprouvante, le clouant au lit pendant des mois. Contre toute attente, il revint à la télévision en mars 2021, visiblement amaigri mais déterminé à retrouver sa place à l'antenne. Puis en mars 2023, nouveau coup dur. Une lourde opération de la valve mitrale, encore liée à une endocardite infectieuse. 2 chirurgies à cœur ouvert en moins de 3 ans suffiraient à convaincre presque n'importe qui d'arrêter. Pour Drucker, ce fut un moment de vérité. Il admit qu'à l'hôpital, certaines nuits, il doutait de vivre assez longtemps pour revoir un plateau. Il y a eu 2 jours où je me suis dit que je ne serais plus là demain, confia-t-il à RTL. Depuis, ses médecins lui imposent un rythme strict, couché à 23 heures au plus tard. Une contrainte qui l'a obligé à renoncer à co-animer. Quel jeu? Lors de la couverture des Jeux Olympiques 2024 sur France 2. L'homme qui s'épanouissait autrefois dans le travail sans relâche doit désormais peser chaque apparition, chaque engagement, en fonction de l'impact sur sa santé. Et pourtant, il continue. Vivement Dimanche est toujours à l'antenne. Et son public fidèle aussi, venant chercher non seulement les interviews, mais la chaleur et la familiarité qu'il dégage. Pendant des années, il a laissé entendre que 2025 marquerait son départ, en même temps que la fin du mandat de Delphine Ernotte à France Télévisions. Mais début 2024, il a publiquement changé d'avis, déclarant qu'il resterait tant que le public le voudra. Ce choix comporte des risques. Il a vu trop de confrères quitter le petit écran pour ensuite perdre le sens de leur vie, sombrer dans la dépression ou rencontrer des difficultés financières. Pour lui, le plateau n'est pas seulement un lieu de travail, c'est le rythme même de son existence. Tant qu'il peut encore recevoir ses invités, dialoguer avec eux et toucher les téléspectateurs, il répugne à tourner la page. Reste à savoir, combien de saisons pourra-t-il encore tenir dans ces conditions? Son empire, sa fortune, ses propriétés, son héritage est assuré. Mais l'homme qui le porte est mortel, et chaque année rend l'équilibre entre carrière et santé plus difficile. Finalement, l'histoire de Michel Drucker est peut-être moins celle du luxe qu'il s'est construit que celle de la volonté inébranlable qui le maintient dans la course bien après que d'autres auraient quitté la scène. Michel Drucker a passé sa vie à bâtir non seulement une carrière, mais aussi une existence faite de confort, de sécurité et d'influence, tout en conservant la discipline et l'humilité acquises dans sa jeunesse. Mais alors qu'il se confronte aux limites du temps et de la santé, une question persiste. Saura-t-il s'arrêter au bon moment, ou les lumières s'éteindront-elles seulement lorsqu'il ne pourra plus se tenir devant elles? Et vous? Pensez-vous que Michel doit continuer tant qu'il le peut, ou profiter enfin d'un repos bien mérité? Partagez votre avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres portraits des icônes les plus endurantes du monde.